Monsieur Cyrulnik. Je suis vraiment ravie de vous revoir. C'est super que vous ayez un peu de temps pour répondre à quelques questions dans le cadre de la Nuit des idées d'Amsterdam. Le thème est proche. Évidemment, c'est un thème, on peut dire beaucoup là-dessus. Vous avez eu ce thème déjà dans tout votre parcours professionnel en tant que neuropsychiatre. Mais d'abord, je voudrais vous parler que vous nous parliez un tout petit peu de cette période d'incertitude que nous traversons, parce que c'est évidemment, rien n'est sûr dans la vie, ça on le sait, mais on vit peut-être quand même une période un peu spéciale, une situation difficile pour la santé morale. Certains peuvent vivre mieux avec ça que d'autres, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux avec le doute, avec l'instabilité, avec la situation dans laquelle on ne peut pas faire de projet d'avenir, en fait? Alors, c'est pas la première fois que ça arrive dans la condition humaine. Les épidémies ont été régulières. Ce qui arrive pour la première fois dans la condition humaine, c'est qu'il y ait 2 ou 3 générations sans épidémie majeure et sans guerre à la maison. Ça s'était jamais vu dans l'histoire humaine. Donc le 15e, le 17e siècle, en Europe, ont été le siècle des épidémies. Tous les 3 ans, il y avait une nouvelle peste. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un processus qui se met en place, un processus biologique, un processus psychologique et un processus social. Le processus biologique, c'est que le virus finit toujours par s'éteindre. C'est rien le virus, hein. Sur le plan biologique, celui qui nous fait du mal actuellement, il a 15 gènes. C'est minuscule. Mais cette capsule de lipides qui entoure ces 15 gènes rentre dans le système nerveux, ça provoque l'explosion du cerveau, ou bien ça rentre dans les poumons, ça provoque l'explosion des poumons. C'est tout. Le problème biologique, il est là. Tout le reste, c'est un problème psychologique et social. Le problème psychologique, je réponds enfin à votre question, c'est que la seule certitude dans la vie, c'est la mort. Tout le reste est une aventure. Tout le reste, on ne peut pas le prévoir. Ou plutôt, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est la surprise. Quelque chose qui a été imprévu. Alors ça, on peut le prévoir. Alors ce qui va se passer, c'est que sur le plan psychologique, ceux qui, avant l'épidémie de virus, avaient acquis des facteurs de protection, bon développement dans leur famille, stable, pour que le système nerveux du bébé, de l'enfant, puisse se construire, pour que son affectivité puisse se construire, pour que ses habiletés relationnelles puissent s'apprendre, il faut qu'il y ait autour de l'enfant une stabilité affective, scolaire, dans le quartier, social. S'il n'y a pas de stabilité, l'enfant part dans tous les sens. Donc, or actuellement, on vit dans une culture qui, avant le virus, valorisait l'instabilité et qui, probablement après le virus, va encore favoriser l'instabilité. Comment apprendre la stabilité? Comment apprendre à structurer sa personnalité dans des conditions sociales désorganisées de cette manière? Ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de protection, famille stable, aptitude à la parole, donc acquisition de tous les mécanismes relationnels, expression de soi, chercher à comprendre les autres. Ceux-là vont vivre l'épidémie comme une aventure apaisante, ce qui est le cas de votre serviteur. Depuis 30 ans, c'est la première fois que je vis si paisiblement, même peut-être depuis que je suis au monde. C'est la première fois que je me lève quand je me réveille, c'est la première fois que je vais me promener le soir, c'est la première fois que je lis, que je travaille, que je vis à mon rythme. Alors qu'avant, j'étais dépossédé par mon aventure sociale, je vivais au rythme des autres. J'emploierai pas le mot de pause, mais j'emploierai le mot de contrainte. On est contraint à réfléchir à ce qui nous est arrivé. Et en effet, après chaque catastrophe, parce que j'ai peut-être même moi-même employé le mot crise, qui n'est pas le bon mot. Le mot crise vient du monde de la médecine, une crise d'épilepsie. Il part, tout d'un coup il perd connaissance, il convulse, il se relève et il finit sa phrase. Voilà, ça c'est la crise. Or là, on ne sera plus après le virus, on ne sera plus comme on était avant. Ou alors, si on se remet à vivre comme avant, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, dans 3 ans, il y aura un nouveau virus.
Alors donc, c'est pas un moment de pause, c'est une contrainte à réfléchir. On est obligé de se reposer à notre manière de vivre ensemble. Mhm. Et on a déjà vu ça très souvent après chaque catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle, la peste, l'inondation, le tremblement de terre, l'incendie, ou que ce soit une catastrophe culturelle. La troisième voie dont je rêve après la mort du virus, c'est comment va-t-on organiser cette nouvelle renaissance? Oui, oui. Vous avez sûrement des idées là-dessus. Vous avez vraiment dit que la littérature est un allié de la résilience, par exemple. La créativité peut triompher de l'angoisse du vide. Vous avez écrit dans un préface pour le livre de Pierre Lemarquis. Dans votre propre livre, vous avez écrit on peut combattre la perte avec des mots. Les mots écrits possèdent un pouvoir de métamorphose. Quel rôle peut jouer l'art dans cette renaissance, si vous voulez bien? L'art a pour fonction de mettre en scène ce qu'on ne ce qui est mal mis en conscience et ce qu'on ne comprend pas encore. Et les comédiens jouent, posent le problème, on débat, on n'est pas d'accord, on est d'accord, on précise et on légifère. Vous l'avez dit, le partage culturel. Le nouvel organisateur social, c'est l'école.